Notre invité du jour de matin première est Viviane Roll-Romana, membre du collectif d'association du CM 98 qui organise donc la marche du 23 mai. Bonjour. Bonjour. Et ravi de vous recevoir. C'est bien la première fois, non pas que je reçois le CM 98, mais vous, Viviane Roll-Romana. Et du coup, ça va nous permettre de partager et d'échanger sur quelques autres sujets liés à cela, mais notamment à l'ethnopsychiatrie que vous pratiquez. Le CM 98, cela dit, continue son action dans le cadre de la réhabilitation et la défense de la mémoire des victimes de l'esclavage. Nous fêtons cette année le 170e anniversaire de cette abolition. Avez-vous le sentiment d'avoir vu, de voir les choses évoluer dans le bon sens, avancer? Oui. 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 En 20 ans, depuis la marche de 1998, en fait, nous avons eu une victoire très importante. Cette victoire, c'est une grande reconnaissance des victimes de l'esclavage. Vous savez, en 1998, quand on a marché parce qu'en fait, le mot d'ordre, c'était « tous nés en 1848 ». Et dans ce mot d'ordre « tous nés en 1848 », nous nous sommes rendus compte que les esclaves qui n'étaient peut-être même pas arrivés à être vivants jusqu'en 1848 étaient complètement exclus de cette histoire et que notre date de naissance n'avait pas débuté en 1948 avec l'abolition et la Deuxième République. Et donc aujourd'hui, la reconnaissance, c'est d'avoir reconnu la mémoire des victimes et de leur avoir effectivement octroyé une date de commémoration spécifique, comme ça se fait partout. Partout, Voilà. Et dans différents domaines, notamment, mais ceux liés à l'histoire aussi et surtout. Des avancées aussi par rapport aux prises de position, de volonté en tout cas, de voir une fondation par exemple pour la mémoire de l'esclavage, des initiatives par la ville de Bordeaux. Enfin, on voit des choses, des envies, des volontés, pour l'instant politiques, des mots, mais... Alors, les projets sont toujours plus compliqués. Ce qui a été dit par le Premier ministre le 10 mai, c'est justement, on est dans une phase d'action. Et donc, les actions, c'est une fondation et c'est aussi un mémorial des noms d'esclaves aux Tuileries. C'est un projet porté par le CM 98, 200 000 noms d'esclaves. La majorité de ces patronymes, nous les portons encore. Donc, c'est la plus belle reconnaissance qu'on puisse faire effectivement à la mémoire des victimes de l'esclavage. Et donc, oui, pour l'instant, ce sont des annonces, mais il y a une volonté de passer à l'action. Et nous serons là pour leur rappeler, bien évidemment, ces annonces. Est-ce que pour l'ethnopsychiatre que vous êtes, ça va dans le bon sens, justement ? Ça va dans le bon sens. Figurez-vous que je me suis battue pendant 20 ans pour que le mot victime apparaisse dans la loi de 1983, qui est la première loi mémorielle, et apparaisse également dans les discours, parce que tout simplement, j'étais consciente qu'en matière de crimes contre l'humanité, on dédie aux victimes une commémoration symbolique. Et on les nomme, on les identifie. Et nous, ils n'étaient pas identifiés et pas de commémoration symbolique. La conséquence, c'est que la plupart des descendants d'esclaves pouvaient se victimiser. Pas de victimes reconnues, on devient soi-même les victimes. Victime dans une société effectivement postcoloniale qui va mal, il est facile effectivement de ressasser à l'infini ce crime contre l'humanité non reconnu, ces victimes non reconnues. Et c'est pour ça que nous nous sommes battus pour qu'il y ait cette reconnaissance. Donc c'est un grand pas. Vous savez, en France aujourd'hui, la France dispose du régime mémoriel le plus avancé au monde. Nous avons une loi qui reconnaît le crime contre l'humanité de la traite et de l'esclavage. C'est le seul pays au monde. Et nous avons des dates, nous avons, comme le disait le Premier ministre, un archipel de dates commémoratives. Les commémorations, c'est pas pour faire joli, c'est pour se souvenir. Et c'est aussi pour les descendants, pour qu'ils aient cette impression effectivement d'une reconnaissance. Et 170 ans après, nous sommes toujours malades. Nous avons ces mots. Alors je dis malade parce que oui, du coup c'est devenu votre spécialité, l'ethnopsychiatrie, liée donc, on le comprend bien, à notre histoire ou à l'histoire d'un individu. Nous avons ces mots en nous, encore, tous, autant que nous sommes. Les mots que nous portons en nous, c'est la non-reconnaissance. C'est aussi le fait de ne pas trouver toute notre place
dans une société dans laquelle nous sommes des Français. Et malheureusement, Césaire a encore raison quand il disait que nous étions des Français entièrement à part. Le problème post-esclavagiste et post-colonisation, c'est cette reconnaissance à demi-teinte de notre histoire, de notre mémoire, de nos identités, et de devoir tout le temps, vous voyez, encore aujourd'hui, se battre pour être reconnu, à devoir tout le temps prouver plus que les autres, alors que nous sommes tout simplement des Français. Oui, oui. Et quand on est atteint, ça se manifeste de quelle façon? Quand on est atteint de cette pathologie, de cette pathologie en particulier, de quoi souffre-t-on? Qu'est-ce que vous nous apportez, vous, en tant qu'ethnopsychiatre? Alors, en deux mots, on ne va pas se faire une consultation non plus là maintenant, mais c'est intéressant aussi de pouvoir évoquer ça. De façon collective, la non-reconnaissance entraîne souvent que nous avons tendance effectivement à nous mettre dans une position de victime et pas d'acteur. Alors, il est difficile de soigner un peuple. Les thérapies collectives existent peu. Et donc, en fait, la réponse, justement, c'est de traiter la reconnaissance et de pouvoir, effectivement, collectivement, se mettre en action et dire, bon, ça y est, ça suffit, on est capable de faire. Et c'est l'objectif de la marche. L'objectif de la marche, on va bien sûr se honorer comme il se doit nos aïeux, mais ensemble, nous allons aussi prendre place, dire que nous prenons notre place dans cette France, que nous souhaitons une autre France, et une autre France dans laquelle notre identité et notre couleur de peau est prise en compte. Faire table rase des complexes, voire même de la culpabilité? Absolument. C'est-à-dire que nous souhaitons, et c'est pour ça que toutes les personnes qui nous soutiennent disent la même chose, nous savons aussi que la conséquence de l'esclavage, la plus terrible, c'est le racisme. Il prend naissance dans l'esclavage. Et donc nous souhaitons une France qui est totalement dépouillée, débarrassée de ce racisme décomplexé, et une France où être français, c'est pas une couleur. Ou être français, c'est pas non plus être un descendant de Gaulois. Et c'est donc nous. Et nous sommes vraiment un bel exemple, en fait, pour la France. Votre slogan, c'est celui-ci. Construisons une France dont nous serons fiers. Et puis, c'est aussi... nous marcherons le 23 demain pour aider la République à repenser ses dispositifs de lutte contre le racisme, décomplexé qui conduit ce pays à une fracture raciale. C'est aussi proclamer que le racisme commencera à disparaître réellement lorsqu'un Français ne sera plus défini comme uniquement descendant de Gaulois, blancs, chrétiens et exclusivement européens. C'est ça le travail du CM 98, rassembler les gens, les choses et non pas les diviser, au contraire, faire d'une France d'aujourd'hui celle qu'elle devait être depuis très longtemps, mais pour un travail qui a du mal à se faire. Je reviens sur l'ethnopsychiatrie sur laquelle vous travaillez. Est-ce qu'il y a des peuples, des régions plus sensibles à cette question que d'autres ? Et donc, et du coup, qui aurait des conséquences plus importantes. Je pense à la Guadeloupe, très revendicative, très, très forte, très puissante. Je pense à la Guadeloupe parce que voilà, elle a toujours su aller très loin dans les combats. Est-ce qu'il y a des peuples comme ça qui ont été, qui ont bien mieux, alors je ne sais pas si c'est maîtrisé ou pas, mais en tout cas, accaparé cette question? Bien mieux que nous. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, notre histoire, sa singularité, c'est que nous sommes une grande majorité d'entre nous, pas tous, issus de ces territoires, nous sommes des descendants d'esclaves. Donc, c'est une particularité que je connais peu à d'autres sociétés. En tout cas, c'est très loin pour elles. Je connais d'autres peuples, on les a rencontrés on a travaillé avec eux pendant un certain temps. Ce sont les Aratines de Mauritanie, qui sont des descendants d'esclaves. Et je vous avouerai que, visiblement, de ceux qui nous disaient, c'était quand même très compliqué de devenir un être humain qui prend place dans une société quand on a été effectivement esclave et descendant d'esclaves. C'est toujours très compliqué. Donc, ce n'est pas une histoire banale. Et donc, j'ai envie de dire... il y a véritablement de la résilience chez nous. Il y a des forces extraordinaires. Nous avons pu construire des cultures qui sont extrêmement riches de point de vue culturel et il y a une vraie résilience à vivre et à construire. Ça, c'est le point positif.
qu'est-ce qui fait encore difficulté? C'est ce que je vous disais, c'est qu'on attend toujours de l'autre d'être reconnu. Donc de la République. Et de la L'autre, République. c'est ça? L'autre, c'est la République. Ouais. On a cette insatisfaction profonde à cette non-reconnaissance et je pense que nous la partageons tous, quelles que soient nos fonctions, nos qualités dans cette société. Et cette reconnaissance, c'est sur cela qu'il faut travailler. Et donc, en effet, le CM 98 s'en est rendu compte. Il est vrai que c'est un point que j'ai amené dans la réflexion. Cette reconnaissance doit passer non pas par, j'ai envie de dire, une revendication qui ne serait pas fertile, mais plutôt par un état d'esprit qui serait on fait ce travail, mais dans l'objectif de se réconcilier avec soi-même, parce qu'on était un peu mal aussi avec cette histoire, avec cette identité. Et à partir du moment où nous, on s'est senti assez bien avec cette identité de descendant d'esclaves, on a pu en parler aux autres de façon sereine parce qu'on maîtrisait une histoire, une mémoire apaisée et on était capable aussi d'aller vers l'autre en se disant, bon, maintenant, discutons ensemble et voyons comment on peut partager une mémoire, une histoire, même si elle a été conflictuelle, même si elle est lourde de ressentiments, de culpabilité, etc. C'est vrai que c'est le travail qu'on a fait pendant de nombreuses années, pendant ces 20 ans en tout cas. Et je pense qu'il y a encore à continuer, bien sûr, ce travail. La reconnaissance, ça passe par la réparation? Alors, vrai sujet. vrai autre sujet. Vrai autre sujet. Nous pensons que la réconciliation, enfin, que la reconnaissance passe effectivement d'abord par alors, ce que nous avons appelé à l'époque réparation symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, cette réparation symbolique, elle était importante dans la reconnaissance de l'histoire et de notre mémoire. Donc, c'est ça que nous appelions réparation symbolique. La réparation financière, le sujet est fortement débattu, controversé. C'est vrai que nous ne sommes pas pour cette réparation financière. Comme le disait Césaire lui-même, je veux dire qu'il y a des mots qui ne vont pas amener forcément, effectivement, de solution, en tout cas un apaisement. Ouais. Et j'ai envie de vous dire, vous savez, même quand on est spécialiste, alors je suis également spécialiste du psychotrauma, vous savez, même les victimes de psychotrauma ne se contentent pas de la réparation financière compte très peu dans j'ai envie de dire dans le rétablissement narcissique de ces personnes, mais c'est d'abord l'impact de la réparation symbolique qui est importante. Le CM 98, c'est 20 ans de combat, de lutte, d'explication également, de communication. Et puis finalement de reconnaissance, un travail inévitable, celui de la recherche des noms, qui a été un peu votre marque de fabrique. Je vais avoir un langage très marketing et pas du tout adapté à la situation, mais enfin, ça a été ça. Travail extraordinaire, magnifique, qui a certainement plus de conséquences qu'on ne l'imagine, justement, vous, en tant qu'ethnopsychiatre. Absolument. Ce travail, il est déterminant parce qu'en fait, ce qui nous singularise dans notre filiation par rapport à d'autres cultures, c'est qu'à un moment donné, très rapidement, on est arrêté dans cette filiation. Il y a une coupure. Il y a une coupure. On a du mal à progresser et à retrouver ses ascendants. Alors déjà, parce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à retrouver un père. Vous voyez, ça va très vite. Le X, il apparaît très vite. Et ensuite, effectivement, au-delà de ce père, c'est tous les autres, effectivement, qui sont dans la filiation, dans les ascendants. Et ce que nous étions conscients en 1998, alors là, pour le coup, je vous avoue que l'ethnopsychiatrie m'a beaucoup apporté dans cette histoire. Nous étions conscients qu'il nous fallait aussi, pour faire cette propre réconciliation avec nous-mêmes, qu'il nous fallait parentaliser le lien avec l'esclave. Parce que l'esclave, c'était l'esclave. Et tant que l'esclave reste l'esclave, on n'a pas envie d'en parler. Allez, on met ça de côté. Mais quand l'esclave devient parent, on le respecte. Et c'est ce travail-là que nous avons fait, c'est-à-dire nous sommes arrivés, en fait, en retrouvant le nom de ceux qui nous ont précédés, dont nous portons le nom, immédiatement, mais c'est extraordinaire à voir. Dès qu'on retrouve le nom,
Il n'est plus esclave, il est un parent. Il est un parent, il y a un lien. Il y a un lien, Et un lien. qui suscite une émotion extraordinaire et on lui donne une autre place. J'imagine que des surprises également dans ces recherches généalogiques ont pu surprendre lorsqu'on découvrait aussi un parent colon. Absolument. Parce que, bien évidemment, nous sommes issus aussi de tout ça. Effectivement. Alors, je me souviens que beaucoup de nos militants, de nos bénévoles avaient peur de retrouver ce parent non esclave, avaient peur de retrouver un parent esclavagiste. Oui. Et certains ne voulaient même pas faire la recherche à cause de ça. Donc, c'est un choc quand on retrouve les deux. Aussi bien l'esclave. Et surtout, par exemple, quand l'esclave vient d'Afrique. Moi, je sais que quand j'ai retrouvé ma grand-mère et que j'ai vu née en Afrique, il était 1h du matin, je suis restée devant mon ordinateur et on se fait tout un film. Et je me suis dit, c'est donc pour ça que je fais de l'ethnopsychiatrie. Et tout autant, bien évidemment. Voilà. Et d'où mon lien très fort avec l'Afrique. Et donc, c'est tout autant, bien évidemment, dans la découverte de cet aïeul esclavagiste, c'est tout autant une histoire qu'on doit se raconter. Donc, bien sûr que c'est qu'il faut admettre aussi. Qu'il faut aussi admettre. Demain, rendez-vous. Alors, un rendez-vous important. Oui, je vais le dire. Oui, vous êtes fatigué parce que c'est la dernière ligne droite. Alors, vous et tout le collectif, on a une pensée pour Serge et Serge Romana également, que l'on a reçu très souvent autour de cette question. J'oublie son prénom, Thimaudan également. Gérard Thimaudan dans le reportage de Tiziana Maronne. Tout ce collectif qui fait ce jeûne symbolique aussi. Rendez-vous demain pour tout d'abord une marche. Dont le départ finalement a changé le lieu à 14h. Oui, alors le départ a changé, c'est pas un fake, c'est bien 14h, mais place du Louvre. Voilà, ce sont les contraintes de la préfecture. Place du Louvre, la rue c'est l'Amiral de Coligny. Et donc nous vous attendons à 14h. La marche, bien sûr, sera en République. On y arrivera à 18h. Il y aura une cérémonie avant et des discours. Et puis j'ai envie de dire, vous savez, dans le collectif qui prépare cette marche, je voudrais quand même citer aussi Greg Germain, qui a un rôle il est hyper actif. Et là, vraiment, c'est extraordinaire. J'ai vu aussi. Marie-Josée Ali également qui est présente et tant d'autres qui nous ont rejoints. Et j'ai envie de dire à mes compatriotes que oui, demain, on va marcher pour plusieurs choses. On va marcher pour honorer nos aïeux. On va marcher aussi parce qu'en fait, c'est une victoire. Vous savez, on a peu de victoires. Moi, c'est la première victoire de ma vie d'avoir modifié le régime mémoriel du pays dans lequel je vis. Et donc, ça, c'est extraordinaire. Et c'est grâce à nous. C'est pas rien. Si on n'était pas 40 000 à la République, il n'y aurait pas eu la loi Taubira en 2001. Et aussi, on va marcher parce que nos enfants ont leur droit de ne pas vivre dans un pays où le racisme est de plus en plus décomplexé. Et nous devons nous battre et nous devons exiger une France nouvelle, une autre France où nous prendrons toute notre place. Et ça, c'est ce que nous allons leur léguer. Notre génération s'en va progressivement. Il est temps de leur donner cette place. Respect et dignité, construisons une France dont nous serons fiers. C'est votre slogan du CM98. D'ailleurs, c'est ce qui est inscrit sur les t-shirts des 20 ans du CM98. Grand concert également demain soir, place de la République. On sait, on connaît là par contre vos habitudes dans le domaine. C'est plutôt du beau monde qui est au rendez-vous et ce sera d'ailleurs retransmis sur France-O Radio et télévision. Vous vouliez rajouter un mot à ce sujet sur le... Et dire que je suis ravie que Christiane Taubira, celle qui a permis qu'on reconnaisse ce crime, elle sera là, elle sera avec nous, elle marchera. Donc, les acteurs principaux seront présents. Merci beaucoup, Viviane Romana du CM98. Rendez-vous demain. Merci, à partir de Thibaudier. 14h, place du Louvre pour le départ et rendez-vous place de la République pour la fin de cette marche et tous les ateliers et puis nos retransmissions également que nous ferons en direct de là-bas. À très bientôt, au revoir. Au revoir, à demain.